à notre ami Alain Charles Masquelet, qui va nous parler du modèle scientifique appliqué à l'homme. C'est vraiment un titre très générique. Apport critique de l'evidence-based medicine. Donc vraiment, on part très haut. Oui, Monsieur le Président, merci. Le secrétaire général. Ou très bas. Très bas, oui. Chers amis, chers confrères, alors je crains de vous décevoir parce que je ne vais pas du tout vous parler des nerfs et je ne vais pas vous parler non plus de ce que voudraient Michel Merle et Alain Gilbert que je parle. Parce que avec la membrane induite, tu nous as appris beaucoup de choses. Alors. Oui, bien sûr, bien sûr. On pourrait utiliser les membranes induites d'ailleurs pour les greffes nerveuses. Pourquoi pas? Ouais. Non, parce que l'intitulé de la communication, là, le modèle scientifique appliqué à l'homme, apport critique de l'EBM, vous savez tous ce que c'est. Eh bien, l'intitulé de cette communication proposée, qui m'a été proposée par Michel Merle, m'est apparu comme une invite à éteindre les termes du débat. Au-delà d'une simple critique de l'EBM que j'avais déjà eu l'honneur d'exposer à cette tribune en 2010. C'est pas hier. Hein. J'ai donc opté pour une démarche à reculons en faisant un bref rappel de l'apport de l'EBM pour ensuite mettre à jour les racines du modèle scientifique et terminer par un questionnement sur la pertinence de son application à l'homme. Rappelez-vous, chers amis, en 1996, un éditorial au vitriol paru dans le Lancet, de la plume même de son rédacteur en chef, Horton, Surgical Research or Comic Opera, Questions but Few Answers, dans lequel l'auteur affirmait qu'une partie de la littérature chirurgicale était de valeur douteuse, en particulier en raison du faible nombre d'ECR, ces fameux essais contrôlés à double insu avec tirage au sort qui, avec les revues systématiques et les méta-analyses, occupe le sommet de la hiérarchie de la preuve dans l'EBM. La charge de Horton prouvait, à mon sens, sa méconnaissance des difficultés à mettre en œuvre des ECR en chirurgie qui tiennent à 4 raisons principales. D'abord, les présupposés du chirurgien, peu enclin à se soumettre à une intervention standardisée et dont le niveau de compétence dépend de son expérience, notamment en matière de recrutement. La seconde difficulté provient du patient qui peut exprimer une légitime réticence à être inclus dans un tirage au sort, surtout en France, où l'intérêt individuel a tendance à prévaloir sur l'intérêt collectif. Troisième difficulté, l'acte chirurgical lui-même par son aspect irréversible. Je rappelle à ce propos l'article 30 de la Déclaration d'Helsinki, ouvrez les guillemets, tous les patients ayant participé à une étude doivent être assurés de bénéficier à son terme des moyens diagnostiques, thérapeutiques et de prévention dont l'étude aura montré la supériorité. Alors cela impliquerait-il de prévoir une deuxième opération pour les patients n'ayant pas bénéficié de l'opération ayant prouvé sa supériorité? Enfin, dernière difficulté, le double aveugle qui réduit le chirurgien à un rôle d'exécutant, puisque les suites opératoires devraient, en toute logique, être assurées par un tiers. Cependant, l'EBM sous forme d'ECR peut se targuer de quelques réussites remarquables, notamment pour annuler l'effet exclusivement placebo d'une intervention chirurgicale. Ça existe. C'est le cas quand on veut évaluer l'efficacité d'une intervention en comparant sous forme d'ECR un traitement chirurgical à l'abstention thérapeutique. La conduite rigoureuse de l'étude implique alors, sur le groupe de patients non opérés, la pratique d'une chirurgie simulacre, ce que les anglo-saxons appellent sham surgery. C'est ainsi qu'on a rejeté définitivement la ligature des artères mammaires internes dans les douleurs précordiales, opération très en vogue dans les années 50. Le tirage au sort était effectué en salle d'opération et le groupe témoin désigné subissait une anesthésie générale et une simple incision cutanée. Les suites étaient assurées par un cardiologue ignorant ce qui avait été réellement fait aux patients. La conclusion de l'étude fut qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes de patients. Et de la même façon, ont été jugées inefficaces les injections intracérébrales de cellules fœtales dans la maladie de Parkinson et le lavage débridement sous arthroscopie dans l'arthrose du genou débutante. La chirurgie simulacre, très prisée outre-Atlantique, est éthiquement discutable
pour nous du moins. Alors, de nombreux obstacles se dressent donc contre la réalisation des ECR en chirurgie. Est-ce à dire que la recherche clinique en chirurgie est sans valeur? Sûrement pas, car les ECR ont un certain nombre de limites intrinsèques. Critères d'exclusion, milieu de recrutement, insuffisance de suivi et du nombre de cas pour déceler les complications rares, résultats affichés en termes de probabilité statistique s'accordant mal avec les critères de décision pour un patient singulier. En outre, on a constaté que la variation de l'estimation de l'efficacité d'un traitement était plus importante pour les ECR que pour les études de cas. Enfin, en chirurgie, dans de nombreuses situations, il n'y a nul besoin d'avoir recours aux ECR, ni même plus généralement à l'arsenal de l'EBM. Abcès ischio-rectal, hernie étranglée, amputation pour gangrène, réduction de fracture, ischémie de membre, enfin, etc. Le caractère dogmatique des ECR a d'ailleurs été tourné en dérision dans un savoureux article paru dans le British Medical Journal en 2003, dans lequel l'auteur s'interrogeait sur l'absence d'ECR pour démontrer l'utilité d'un parachute. Reste le problème de l'évaluation de l'innovation en chirurgie. En pratique, il s'agit dans la majorité des cas d'évaluer une innovation technique par rapport à un traitement antérieur. En réalité, toute innovation, ou qui prétend au statut d'innovation, est précédée d'une mise au point plus ou moins laborieuse, et cette période justifie, à mon sens, des études rétrospectives. Et c'est seulement si les résultats s'avèrent intéressants qu'on songera à une étude comparative dont il faudra examiner les diverses options possibles. Une étude randomisée est-elle justifiée? Et si c'est le cas, est-elle réalisable? Sinon, c'est le champ des études d'observation qui exige en elle-même une grande rigueur méthodologique. En fait, plus que les ECR, dont on a vu les limites, l'évaluation en chirurgie, d'une façon générale, repose actuellement sur les études d'observation, la mémoire des cas passés par sollicitation des expériences individuelles et communautaires, et surtout sur l'établissement de registres à divers échelons, d'unités régionaux, nationaux, internationaux, qui permettent l'établissement de données prospectives soumises à des analyses multifactorielles et le repérage de complications rares et tardives. Au demeurant, l'EBM, dans toute sa splendeur, nous semble représenter la forme achevée de cette quête effrénée de la réduction de l'incertitude par une approche quantitative et prétendue objective. Autrement dit, l'utilisation sans retenue de l'outil EBM est révélatrice de l'application à l'homme de la méthode scientifique. Alors, quelles sont les racines de cette méthode? La méthode scientifique, ayant pour modèle la physique de Newton, a été introduite dans la médecine par Cabanis, médecin philosophe, et surtout par Claude Bernard, qui, en forgeant le mot déterminisme, a souligné que les phénomènes physiologiques étaient régis par des lois physico-chimiques. Mais la méthode scientifique elle-même, c'est-à-dire un mode déterminé d'approche du réel, s'élabore véritablement au XVIIe siècle, sous l'impulsion d'une pléiade de penseurs d'exception, qui, en quelques années, fondent l'édifice sur lequel nous vivons encore actuellement, soit la mathématisation de la nature. Galilée, Gassendi, Newton et surtout Descartes. Descartes qui donne l'assise philosophique à l'édifice en étant conduit à douter du caractère existentiel de son expérience, de l'existence du monde et même de son propre corps. Et dans les deux premières méditations, il explique comment il est parvenu finalement à exprimer une certitude ressentie en disant « je suis, j'existe, puisque je pense ». Et par le cogito, Descartes, s'identifiant à un être pensant, se sent indépendant du monde et de son corps. Et en assimilant le penser à l'expérience subjective puis à la conscience, Descartes fait émerger au XVIIe siècle le célèbre dualisme entre conscience et monde d'une part et entre corps et esprit d'autre part, aux conséquences incommensurables. Car si nous avons l'impression ou la conviction d'être séparés et indépendants du monde, nous pouvons alors le considérer comme un objet que l'on peut organiser, exploiter, transformer, même sentiment pour le corps qui sera ou qui serait manipulable à souhait, voire le transhumanisme.
C'est donc la conjonction du dualisme cartésien et de la mathématisation de la nature qui a enfanté la modernité. La mathématisation comme condition nécessaire et suffisante pour faire de la mesure quantifiée l'exclusive évaluation du monde et de notre corps. Voilà le fondement de la méthode scientifique dont la validité est attestée par les incroyables succès de la science et de la médecine moderne. Est-ce à dire que c'est la seule voie praticable et qu'il n'y a pas d'alternative? Spinoza, à qui les travaux récents en sciences neurocognitives semblent donner raison contre Descartes, est contemporain de ce dernier. Spinoza réfute les conclusions des méditations en dénonçant l'illusion du dualisme. Pour lui, ni l'esprit ni le corps n'existent séparément. Ce sont les manières dont un homme s'apparaît à lui-même. Quand un homme perçoit son être dans la pensée, il s'apparaît comme un esprit à travers la forme d'une idée, sensation, émotion, sentiment, qui tisse la trame de sa conscience. Mais quand le même homme se perçoit dans l'étendue, il s'apparaît comme de la matière à travers la forme d'un corps. Autrement dit, le corps et l'esprit sont une seule et même chose exprimée de deux manières. Spinoza disait « l'esprit est l'expression pensante d'un être et le corps est son expression spatio-temporelle ». Les deux existent nécessairement, en même temps, puisque ce sont les deux manifestations d'un même être. Rien ne se passe dans un esprit qui ne se passe également dans le corps et réciproquement. Ça, c'est particulièrement vrai en chirurgie nerveuse. Ces réflexions de Spinoza, qui vont à l'encontre d'une vision dualiste de l'homme et du monde, ont une portée considérable en médecine, car on a coutume en nosologie de distinguer les maladies du corps et les maladies de l'esprit. Et si l'on suit Spinoza, une maladie de l'esprit est aussi une maladie du corps. Et inversement, il n'y a pas de désordre physique sans désordre psychique. Et c'est précisément cette dimension qu'occulte la médecine dite scientifique, habituée à se mouvoir dans une vision dualiste. Même un banal canal carpien, dont la dimension mécaniste est bien connue, recèle une souffrance psychique. Dans le langage dualiste, nous appelons cette association une contextualisation, qui est précisément le point aveugle de toutes les tentatives d'évaluation et de réduction de l'incertitude, notamment par l'EBM. Mais il y a l'autre volet de la méthode scientifique appliquée notamment en médecine, qui est issu de cette formidable avancée conceptuelle, qui est le fleuron de l'esprit humain, qu'a été la mathématisation de la nature. Le corollaire de cette approche est l'exclusivité de l'évaluation quantitative des phénomènes par l'outil de mesure. Connaître, c'est mesurer, disait Léon Brunswick. La science d'aujourd'hui ne s'occupera jamais en priorité que des aspects quantitatifs des phénomènes, lesquels doivent se prêter à la mesure et être représentés en chiffres. Encore une fois, n'y a-t-il pas une autre façon de voir les choses, un mode d'approche du réel qui constituerait une méthode alternative et non pas une alternative à la méthode scientifique et qui pourrait fournir un utile complément à la vision analytique et quantitative du monde? La méthode scientifique conduite par la raison analytique recherche l'unité dans la multiplicité en effaçant la différence. Qu'est-ce à dire? Prenons un exemple. Dessinons des triangles n'ayant aucune ressemblance entre eux. Et pourtant, ils ont une caractéristique commune qui est que la somme des angles intérieurs est égale à 2 angles droits. Voilà une unité qui sous-tend la multiplicité de tous les triangles. Chaque cas particulier n'a dès lors d'intérêt que pour autant qu'il soit vu comme un exemple de l'universel. C'est la manière de penser mathématique où le particulier est toujours subsumé sous l'universel. Le mode de conscience analytique a un lien avec le langage, car la structure grammaticale de base, sujet, verbe, prédicat, a pour effet de dissocier l'expérience en éléments séparés. Autrement dit, le langage, et la lecture d'ailleurs aussi, a pour effet de nous conditionner à un mode de conscience analytique marqué par le caractère verbal et intellectuel de l'esprit, qui parvient à l'unité à partir de la multiplicité dans un effort d'unification. Essayons d'opérer un retournement de la méthode. Au lieu de chercher à produire l'unité à partir de la multiplicité, tâchons de voir la multiplicité à la lumière de l'unité. Cherchons à voir l'universel dans le particulier.
Ce mode de conscience dit holistique, dont le bras armé est la raison intuitive, est complémentaire du mode analytique. L'intuition, qui littéralement signifie voir en dedans, permet une connaissance sans recours à la séparation des éléments finis. C'est l'unité propre au phénomène, une unité sans unification qui est perceptible par la raison intuitive. Et je soutiens que le mode de conscience holistique est le complément nécessaire du mode scientifique analytique dans la pratique médicale et a fortiori chirurgicale et surtout dans la relation avec le patient. La prise en compte d'une connaissance alternative telle qu'elle vient d'être brièvement décrite permet également un retournement de l'échelle des niveaux de preuve dans les BM. Dans une vision holistique, en effet, celle qu'il voit la multiplicité dans l'unité et non l'inverse, le case report, bien conçu et bien pensé, ouvre le champ d'une connaissance étendue, car pour reprendre une expression de Goethe, le cas en vaut souvent 1000 et inclut en soi tous les autres. Alors résumons ce qui vient d'être dit en quelques phrases clés. L'EBM, dans sa version originelle et intégriste, est inadapté pour l'évaluation de l'activité chirurgicale. Nous devons lui substituer, mais c'est déjà fait, les études observationnelles, le recours à l'expérience partagée, c'est-à-dire les conférences de consensus et la tenue de registres à divers degrés. L'EBM permet toutefois de s'interroger sur la pertinence de l'application à l'homme de la méthode scientifique. Et au-delà de cette interrogation, il est licite également, c'est ce que j'ai tenté de faire, de questionner les présupposés de la méthode scientifique. La conclusion est qu'il est souhaitable de prendre en compte un mode de connaissance alternatif basé sur la raison intuitive, fondement d'une appréhension de la qualité. Et loin de s'opposer à la science analytique basée sur la mesure quantitative, la connaissance intuitive est un complément essentiel. Elle implique cependant de se déprendre absolument du dualisme cartésien. Je vous remercie de votre attention. Merci de ta remarquable présentation. Pour moi, je le trouve. Je me permets de te poser une question avant tout le monde. Allons à l'envers, c'est-à-dire commençons par cette médecine holistique qui était celle du XVIIIe et surtout XIXe siècle. Une grande partie des nouveautés qui ont été décrites dans la médecine ont été dans cette enceinte. Et comment est-ce que ça se passait? Ça se passait la plupart du temps par la description d'un cas et l'élaboration intuitive de l'explication de ce cas. Comment est-on passé de ça à la médecine actuelle? C'est ça la question que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui a été le basculement qui a fait que cette médecine holistique, qui est pratiquement la base de toute la médecine actuelle, parce que si on regarde fondamentalement dans beaucoup de sujets, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui a été, beaucoup de nouvelles technologies, mais y a-t-il beaucoup de compréhension nouvelle sur la médecine actuellement? Et j'aimerais avoir ton avis sur ce qui a fait cette bascule. Parce que, je pense l'avoir à peu près exprimé, bien que ce soit très dense, c'est que le monde moderne, c'est la conjonction de la mathématisation de la nature, qui a vu... Oui, mais le monde moderne, c'est un peu vaste. Non, c'est la méthode scientifique. Enfin, je veux dire, la modernité, elle est issue, premièrement, de ce fleuron de l'esprit humain, qui est la mathématisation de la nature, qu'il ne faut pas rejeter, évidemment, et aussi du dualisme cartésien, qui considère le corps du patient et le monde comme étant extérieur à la conscience. Alors, est-ce que la littérature scientifique n'a pas un rôle dans ce... Si, bien sûr, mais Alors, là, on va entrer dans une séance débat philosophique. C'est très intéressant. Les philosophes de la Révolution, par exemple Cabanis, que j'ai cité, disait un jour, la médecine, il en avait marre de cette médecine un peu intuitive, là, la médecine sera l'égale de la science laplacienne.
ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire physico-mathématique. Oui, mais quand tu reparles, alors je te pose une question, on va ouvrir après le débat. Le fondement de l'EBM, c'est quand même la science expérimentale. C'est faire la preuve de quelque chose à partir d'une méthode expérimentale qui est neutre et qui permet d'éviter les biais d'interprétation intuitifs, où on a une intuition et on se trompe, et on gagne pas toujours. Et en même temps, on voit très bien aujourd'hui, avec le débat ultra scientifique ou sur les vaccins ARN, que la méthode scientifique, même la plus pointue, la plus parfaite, génère du scepticisme sur une partie des scientifiques, ou des erreurs. Et donc, le besoin d'avoir une méthodologie d'évaluation neutre, objective d'une procédure, qu'elle soit chirurgicale ou d'une autre nature médicale, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Je ne pense pas qu'on puisse échapper, et on a entendu dernière réunion sur les registres et les besoins de la Haute Autorité de Santé. Les registres aboutiront malgré tout, pour obtenir les financements, à des études comparatives de type EBM. Oui, voilà. Je n'ai pas dit qu'il fallait rejeter l'EBM. J'ai bien entendu, mais entendu, hein, parce que ce sont deux abords, deux aspects de la connaissance qui sont, à mon avis, complémentaires. Mais réaliser l'équilibre entre les deux, c'est difficile. D'autant plus que la connaissance dite holistique, elle n'est pas formalisée. Voilà. Elle reste à formaliser. Enfin, elle est nécessaire pour l'invention en particulier. Oui, c'est vrai, je suis bien placé pour le savoir. Qu'on le veuille ou non, on reste aujourd'hui dans le dogme de l'étude prospective contrôlée. L'HAS ne sort pas de ça. Quand on veut valider un acte chirurgical, alors on pousse pour qu'on puisse s'appuyer sur des registres qui de toute façon seront comparatifs, mais pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Et c'est d'ailleurs un des grands problèmes de la pratique chirurgicale en France, où on se base sur l'EBM pour valider des actes qui ne reflètent que les travaux de certaines équipes et pas de la majorité des chirurgiens, une sélection de patients, et qui aboutissent à des niveaux de preuve dans les recommandations très faibles, puisqu'on n'arrive pas à trouver les différences. La médecine, c'est différent, et tu l'as très bien exposé d'ailleurs. Alors, en chirurgie, c'est très différent. Et la chirurgie simulacre, finalement, elle a rendu service à beaucoup de gens pour rendre, par exemple, inutiles des opérations qui étaient pratiquées à tort. Oui. Et alors, est-ce qu'elle était techniquement acceptable? J'ai connu aux États-Unis, quand il y avait ce travail sur les blâmes-mères. Le point principal pour eux, pour différencier pour que justement ils puissent avoir cette comparaison, et ça a été aussi le point faible, c'est qu'il fallait faire payer les patients au prix de l'intervention. Et il y a eu ensuite des scandales et des procès, et c'est ça qui a un peu arrêté cette chirurgie-là, parce que sans le paiement, le patient ne n'y croyait pas. Dans l'histoire des injections de cellules fœtales dans la maladie de Parkinson, là, qui était très à la mode il y a encore une quinzaine d'années, ils sont allés très loin quand même pour démontrer que ça n'avait aucun effet. C'est-à-dire que les patients témoins, en quelque sorte, avaient la position stéréotaxique, on leur découpait un volet crânien, enfin, etc. On faisait semblant de leur avoir injecté quelque chose. Ça n'est pas sans risque non plus. Alors, un autre exemple, c'est les douleurs, la viscérolyse pour les adhésiolyses par célioscopie pour traiter les douleurs abdominales. Eh ben, il y a eu une étude simulacre et qui a prouvé que ça n'avait aucun intérêt, oui. Et ça a instantanément arrêté, on a arrêté d'opérer tous ces patients à qui on ne rendait pas service et qu'on exposait à certains risques. La même chose pour les arthroscopies du genou dans l'arthrose débutante. Le point de vue de l'ophtalmo, alors Jean-Pierre, dis-nous ce que tu penses. Oui, alors c'est une question. Alors est-ce que dans votre exposé, il n'y a pas en arrière-pensée le blocage de l'innovation qui est lié justement à ces analyses type EBM qui bloquent toute la validation de la partie je dirais holistique, parce que l'holistique c'est l'innovation par définition. Hein, donc, non, mais j'ai bien insisté sur le fait que c'est le sens de votre question, de votre exposé. Quand on commençait à penser à une innovation
l'innovation en chirurgie, il fallait fatalement passer par le stade que l'on a connu tous, c'est-à-dire les études rétrospectives. On ne peut pas faire autrement. Et c'est seulement après qu'il faut apporter la preuve, effectivement, sous forme d'une procédure EBM, si c'est possible, et sous quelles conditions. Eh bien, donc, merci beaucoup après cette ouverture formidable sur Spinoza et puis Descartes, malgré tout. Il n'a pas eu que des torts, Descartes. Je vais peut-être le défendre, malgré tout. Je pense donc, je suis